À la une de l'actualité, la 29e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID. Sur 452 dossiers, 24 ont été lus en séance publique. Les dossiers d'interpellation concernent essentiellement les litiges fonciers, des demandes de régularisation, des situations administratives, la protection sociale, les contrats et marchés, la justice et l'éducation. La cérémonie était présidée par le ministre chargé de la justice représentant le Premier ministre. Un seul titre pour ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division, Abdoulaye Maïga, a bouclé aujourd'hui une visite d'amitié et de travail de 48 heures en Guinée. Ce déplacement du chef du gouvernement, qui était accompagné par 4 membres du gouvernement, a permis d'échanger avec la partie guinéenne sur la coopération bilatérale. Avant de quitter Conakry, le Premier ministre a été reçu en audience par le président de la République de Guinée, le général d'armée Mamadi Doumbia. Le Premier ministre était porteur d'un message du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. À son frère et ami, le général de division Abdoulaye Maïga en a profité pour remercier la Guinée au nom du chef de l'État pour son soutien constant au Mali. Pour sa part, le président guinéen a réaffirmé la disponibilité de son pays à coopérer avec le Mali. Le Mali et la Guinée étant les deux poumons des mêmes corps. À son retour à Bamako, le chef du gouvernement a été salué par quelques membres du gouvernement et les autorités du district de Bamako. Là, c'était à son arrivée à Bamako. Et je vous le disais, l'EID, l'espace d'interpellation démocratique, s'est tenu aujourd'hui. Nous y reviendrons largement au cours de ce journal. En attendant, le Mali accélère sa politique de décentralisation. Un atelier national a réuni aujourd'hui acteurs étatiques, collectivités et sociétés civiles pour s'approprier les textes régissant l'emploi, la formation professionnelle et les transferts de compétences. Au cours des échanges, le décret définissant les responsabilités désormais confiées aux collectivités territoriales avec un accent particulier sur la dimension genre afin d'en faire de véritables pôles de croissance et d'emplois locaux. Reportage Bokari Koulibaly. La décentralisation franchit un cap décisif au Mali. Ce mardi, les autorités ont donné le coup d'envoi de l'atelier national consacré au partage et à l'appropriation des textes encadrant l'emploi et la formation professionnelle. Une étape stratégique qui vise à renforcer le rôle des collectivités territoriales et à leur donner davantage de leviers pour agir sur le développement local. En consacrant la décentralisation dans la Constitution, le Mali a opté pour un nouveau contrat social visant à répartir équitablement les responsabilités entre les acteurs de la vie politique, sociale et économique. Le gouvernement s'engage à transformer les collectivités territoriales en véritables pôles de croissance et de compétitivité. À travers une gouvernance rénovée, il vise une administration locale efficace, inclusive et dynamique, fidèle à la vision du chef de l'État. Au cœur des discussions, le décret détaillant les compétences désormais transférées à l'État vers les collectivités, les participants vont en analyser chaque contour avec un accent particulier sur la prise en compte du genre. L'enjeu est clair, permettre aux acteurs locaux d'identifier les filières porteuses, d'ajuster les besoins de formation aux réalités du terrain et de rendre les politiques publiques plus efficaces. Cet atelier se présente comme un espace d'échange, de partage et d'appropriation des textes. Il doit permettre aux participants de formuler des propositions concrètes, d'enrichir la mise en œuvre des politiques et de veiller à l'intégration effective de la dimension genre. Pour le gouvernement, la réussite de cette réforme dépend autant de la bonne appropriation des textes que de la mise en place de mécanismes financiers innovants capables de soutenir durablement les actions locales.
Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a présidé les travaux du comité de coordination et de suivi-évaluation de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali. Cette rencontre des membres du comité a pour but de faire le point de la mise en œuvre du document pour améliorer l'efficacité des interventions sur le terrain. Aliou Abdoulaye Touré. Les comités de coordination et de suivi-évaluation de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent est un organe chargé de coordonner les activités en ce qui concerne la prévention, la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali. La présente rencontre fait donc le point de l'évaluation des activités menées au cours de l'exercice de l'année 2024-2025 dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali. En termes d'activité, le secrétariat a permis fait la coordination de 16 départements ministériels, plus la primature. C'est ces départements ministériels très impliqués dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. En même temps, les ONG, les organisations de la société civile, donc chacun travaille dans son milieu, dans son domaine sectoriel. C'est pour cela que le comité de coordination a pour rôle de mettre ensemble toutes les informations des activités que les uns et les autres font dans leur domaine. Avec leur budget, en fin d'année, nous faisons la compilation pour sortir le rapport d'activité. La prévention de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est une lutte commune qui doit engager tout le monde. Est une lutte de longue haleine. Est une lutte qui doit se faire avec dévouement. On va mettre ensemble sur la table ce qui a été fait dans l'année 2024 et ce qui a été aussi fait dans l'année 2025. D'où le mot évaluation. La rencontre des membres du comité de coordination et suivi-évaluation doit aboutir à des recommandations concrètes. Et c'est parti pour la journée du textile malien Malifino 2025. La 6e édition s'est ouverte sous les signes de la fierté et de l'avenir. Pendant 6 jours, 100 stands exposeront sous les thèmes Arkila, un patrimoine, une identité. Alpha Maïga. Les journées du textile malien, ou si vous voulez, Malifini, c'est ici au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Malifini, ce n'est pas qu'un salon, c'est une scène vivante où l'on voit défiler l'histoire, les valeurs, l'identité et la créativité du Mali. Tout cela à travers ce que nous avons de plus précieux, le textile traditionnel, les savoir-faire ancestraux, l'innovation artisanale et surtout la passion pour notre culture. Malifinou est simplement une initiative qui vise à soutenir les artisans face à la crise que le pays connaît depuis 2012. Après une première édition en 2018, il nous a fallu attendre 2021 pour organiser la 2e édition. Et c'est là grâce à vous, monsieur le ministre d'Affaires, à travers le fonds Maya. Depuis, Malifinou ne cesse d'être un véritable rendez-vous des acteurs de l'artisanat. Un banc spécial à mon frère Cheikh Sangaré et son équipe. Il a montré un leadership engagé et déterminé et toute chose qui correspond à la volonté présidentielle, animer la volonté du gouvernement de travailler sur des grandes lignes de politique. Nous avons une politique sur les 20 ans à venir et Malifini est en droite ligne avec cette politique-là. Il permet aux artisans d'accéder à un marché local, national, sans payer un frais. 2025, 6e édition, 6 jours d'exposition, une centaine de stands installés. Sous un thème Arkila, un patrimoine, une identité. Il s'agit de voyager à travers le Bogolan, le Bazin, le Pankissé. Au Mali, si l'artisanat va, tout va. La culture, nous la vivons, nous la transmettons, mais c'est également à un portée économique. Les produits culturels doivent être valorisés. C'est des produits qui peuvent permettre effectivement de rapporter beaucoup. Nous travaillerons main dans la main pour faire de Arkila, du Bogolan, du Bazin et de toutes nos étoffes des produits phares du marché local, régional et international. Nous encouragerons l'innovation, la modernisation des unités de transformation, la labellisation et l'exportation. Parce qu'un textile reconnu, c'est un Mali respecté. Année de la culture avec Malifini, c'est célébrer la main malienne. La main qui tisse, qui teint, qui
qui transforme, mais surtout la main qui crée un lien entre tradition et modernité. C'est avec une communauté invitée d'honneur. Capital Poulapou, comme vous le savez, c'est l'association des amis de la culture Peul. La culture, ce n'est pas que seulement de l'argent. Nous, au Mali, ici, nous sommes un pays de culture. Parce que nos valeurs que nos parents nous ont léguées sont plus importantes que l'or et l'argent. Autre temps fort, la remise de distinctions honorifiques. Parmi les récipiendaires, le journaliste Khalifa Nama Traoré, l'ancien ministre en charge de la culture Andogoli Guindou, aussi un service public, l'ORTM, et le champion Mali Fini 2025, Fatmata Koulibaly FC. Mali Fini 2025 s'ouvre bien sous le signe de l'identité, de la fierté et de l'avenir. Une édition, celle de tous les records, de toutes les connexions et surtout celle de toutes les inspirations. Et je vous l'annonçais au début de ce journal, à la 29e édition de l'EID, espace d'interpellation démocratique, s'est ouverte ce matin. Pour cette 29e session, 452 dossiers d'interpellation ont été reçus par le bureau du médiateur de la République, dont 24 ont été lus en séance publique. Les dossiers d'interpellation concernent essentiellement les litiges fonciers, des demandes de régularisation de situations administratives, la protection sociale, les contrats et marchés, la justice et l'éducation. C'était sous la présidence du ministre chargé de la justice représentant le Premier ministre. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Soumela Berti. L'espace d'interpellation démocratique EID, bien que tribune d'expression démocratique, demeure un baromètre de l'exercice des droits de l'homme au Mali. L'édition 2025 s'inscrit parfaitement dans la continuité de cette logique. L'EID, souligne Madame le médiateur de la République, contribue année après année à l'enracinement d'une culture démocratique nationale et impulse de façon significative la politique de promotion et de protection des citoyens. Ce forum annuel, placé sous la présidence du Premier ministre, représenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et auquel les membres du gouvernement se soumettent avec humilité, illustre la vitalité de la gouvernance démocratique au Mali. Il m'offre l'occasion d'exprimer toute ma reconnaissance au gouvernement pour la confiance placée en cet exercice démocratique de dialogue constructif entre gouvernants et gouvernés. À l'heure du bilan de la dernière session, Madame le médiateur de la République affiche son satisfecit. Au titre du bilan de la 28e session de l'EID 2024, les 27 interpellations lues en séance publique le 10 décembre 2024 ont toutes reçu des réponses. Sur les 430 interpellations retenues pour suite à donner, 412 ont été traitées, soit un taux de réalisation de 95,81%. Concernant les recommandations du jury d'honneur, elles se répartissaient en 4 catégories. Recommandations concernant le médiateur de la République, recommandations adressées au département ministériel suite aux interpellations lues en public, recommandations générales adressées au département ministériel et enfin, recommandations adressées au gouvernement. Il convient de noter que toutes les recommandations adressées au médiateur de la République ont été exécutées. Par ailleurs, sur les 13 départements ministériels concernés, 12 ont répondu. Au total, sur les 32 recommandations formulées par le jury d'honneur, 31 ont reçu des éléments de réponse, soit un taux de 96,87%. Au cours des travaux de dépouillement de cette session, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a été félicité pour la mise en œuvre d'une recommandation du jury d'honneur relative à la création d'une commission interministérielle chargée de traiter les difficultés rencontrées par nos compatriotes de la diaspora concernant les documents d'état civil et de voyage.
Pour cette 29e session, le bureau du médiateur de la République a enregistré 452 dossiers d'interpellation, dont 24 ont été lus en séance publique. Un nombre inférieur à celui de la 28e session qui était de 554, et cela s'explique. Cet écart s'explique par la faible mobilité de nos compatriotes dans certaines régions. Toutefois, leur résilience leur a permis de se rapprocher des délégations territoriales du médiateur de la République. La commission préparatoire réunie du 13 au 31 octobre 2025 a, après dépouillement, classé les dossiers en 3 catégories. 24 dossiers retenus cette année pour être lus. 340 dossiers retenus pour suite à donner. 72 non retenus en raison de leur non-conformité aux critères définis par le règlement intérieur de l'EID. Durant les travaux de dépouillement, 16 dossiers ont été satisfaits grâce à l'appui remarquable des représentants des départements ministériels. Sur un total de 452 dossiers retenus pour cette session, la répartition par statut se présente comme suit. 328 hommes, soit 72,57%. 58 femmes, 12,83%. 66 personnes morales, 14,60%. Ces dossiers ont principalement pour objet les litiges domaniaux et fonciers, les demandes de régularisation de situations administratives, la protection sociale, les contrats et marchés, la justice et l'éducation. L'ouverture des travaux a été suivie de la projection d'une vidéo sur des témoignages de personnalités et d'organisations des droits de l'homme. Ainsi, l'assistance a eu droit au témoignage de Mme Diakité Fatmata Ndiaye, invité d'honneur, ancien médiateur, Maître Amadou Tcheoulé Diarra, grand témoin, Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme AMDH, et surtout de Diakalia Sogodougou, du collectif des enseignants vacataires du Mali, interpellateur de la 28e session de l'EID, ayant obtenu satisfaction. Je le disais, l'essentiel des dossiers traités est soumis devant les ministères interpellés lors de cette 29e édition de l'EID a porté sur les litiges fonciers et domaniaux, l'inexécution des décisions de justice en passant par des paiements de droits, des dossiers auxquels ont apporté des réponses concrètes les membres du gouvernement. Aridou Matina et Djeli Magandiabate nous donnent des détails sur ces interpellations. Le processus de démocratisation enclenché en 1991 a ouvert de nouvelles perspectives en matière de gouvernance avec l'instauration en 1994 de l'EID. Forum où les citoyens interpellent les gouvernants sur leurs préoccupations en vue d'obtenir gain de cause, l'espace d'interpellation démocratique 29e édition avait dans son registre d'interpellation des préoccupations multiformes avec en tête le récurrent litige foncier et domanial. Ne fakɛ bana a bɛ ɲini ka sanji 7 bɔ a bana ka dugukolo to an bolo o dugukolo n'a bɛ kati a papier original filɛ an tɛ sera ka dugukolo in sɔrɔ an nakun y'o de an sera médiateur ma médiateur y'an dɛmɛ an ka se an bi. Je vous informe que j'ai formulé une lettre d'intervention au ministre le 13 janvier 2024 et que j'ai fait plus d'une année à courir derrière cette lettre. Ministère, Direction nationale du cadastre, cercle de Kati, Koulikoro, sans succès. Madame le médiateur de la République, nous croyons en votre aide à travers vos responsabilités pour élucider ce problème foncier à Niamana. D'autres problèmes relatifs aux droits coutumiers, au droit d'accès aux services publics, au non-paiement de droits et l'inexécution des décisions de justice ont aussi été soulevés par les interpellateurs lors de cette 29e édition de l'EID. Dans mon dossier, la section administrative de la Cour suprême a rendu 2 arrêts qui m'ont été favorables. Ces 2 arrêts ont été transmis au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Ce ministère a fait ce qu'il devrait faire. Et l'exécution reste au niveau du ministère des Affaires étrangères qui refuse de les exécuter. Et pour cela, j'ai besoin de la réintégration dans l'emploi que j'occupais avant le licenciement, la remise et le transport de mes matériels et faits personnels qui ont été détenus et refusés. Et troisièmement, c'est le remboursement de mes arriérés de salaire pendant tous ces temps-là.
nous avons été mandatés par le collectif des travailleurs de la Poste à la retraite, contingent 2020, 21, 22, 23, 24, pour réclamer le paiement intégral de nos indemnités de départ à la retraite, dont le montant net est de 163 532 669 francs CFA pour 48 personnes. Dans cette optique, fatigués d'attendre ce qui n'arrive pas, nous sommes tournés vers vous, Madame le médiateur de la République, en tant que dernier recours sur qui nous fondons tout notre espoir, aussi bien que tous les membres ici présents. L'Association des fonctionnaires du service national des jeunes a l'honneur de soumettre à l'interpellation des ministres chargés de la fonction publique et celui chargé de l'instruction civique une question relative à la situation administrative des fonctionnaires issus de la 3e cohorte du service national des jeunes, première promotion de la nouvelle formule relancée après son interruption depuis 1994. Nous ne demandons aucun privilège, nous demandons simplement l'application des textes. C'est le respect de la loi qui garantit la justice. Madame le médiateur de la République, j'ai l'avantage de venir par la présence interpeller le ministre de l'Éducation nationale pour l'obtention de nos attestations après 4 ans d'études au centre de formation professionnelle Silo de Blas. En tout cas, lors de cette 29e édition de l'exercice démocratique qui vise à améliorer la gouvernance et les relations entre gouvernants et gouvernés, les départements interpellés, entre autres, les ministères en charge de l'administration territoriale, de la refondation, de l'urbanisme, de la jeunesse, de l'environnement et de l'éducation nationale, ont apporté sans détour des éclairages aux différentes préoccupations des interpellateurs, avec à la clé des satisfactions ainsi que des non-satisfactions aux différents dossiers retenus, étudiés et examinés lors de cette 29e édition de l'EID. Et 7 ministres du gouvernement ont défilé devant le jury d'honneur de l'espace d'interpellation démocratique à session de décembre 2025. Dans la majeure partie des cas, des réponses appropriées ont été apportées aux demandes. D'autres sont en cours de traitement alors que certaines interpellations sont jugées sans objet. Détail des réponses du gouvernement avec Alucine Touri. Représentant le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministre délégué a répondu notamment aux préoccupations de Mme Ba Adjaratou relatives à la réclamation d'une parcelle de terrain à Kambila dans le cercle de Kati. Suite à la lettre du ministre de l'administration territoriale, le gouverneur de la région de Koulikoro nous a fait parvenir des éléments, des réponses qui confirment effectivement que la réclamation de Mme Ba est bien fondée. Et puisqu'elle est bien fondée, l'administration, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation s'engage en rapport avec le ministère des Domaines à donner satisfaction à Mme Ba. Et donc, nous l'invitons à prendre contact avec les autorités communales pour accomplir les formalités administratives permettant d'accéder à sa parcelle. Pour ce qui concerne le collectif des 7 chefs de village de la commune rurale de Pelengana en région de Ségou, après investigation, le département a effectivement noté que le problème n'existe plus. Mohamed Touré, interprète à Niamakoro, a saisi les idées pour une question de salaire impayé. Le département a déjà instruit que les 10 salaires d'environ une dizaine de millions de francs CFA soient inscrits au budget de la commune pour être pris en charge. Quant à Modibo Diara, retraité de la commune de Massantola, il a saisi les idées pour non-reversement de son salaire. Là aussi, il a été demandé à la commune de le remettre dans ses droits. Le dossier de Belko Mamadou, enseignant communautaire à Douanza, sera examiné par le département et la réponse communiquée au médiateur. Le ministre en charge de la refondation a donné une fin de non-recevoir pour la demande de paiement de M. Seriba Diakité, se prévalant d'un contrat de confection de panneaux de signalisation au compte du ministère de la fonction publique. L'intéressé n'ayant fourni aucune preuve de ce contrat et même si ce contrat existait, les faits remontant à plus de 10 ans, sa demande ne saurait prospérer. Le ministre en charge de l'Éducation nationale devait satisfaire une demande de diplôme d'élèves ayant achevé un cursus dans un centre de formation professionnelle créé en 2016 à Blas, région de Ségou. Le département de l'Éducation nationale a déjà entrepris des démarches en collaboration avec la promotrice de l'établissement en vue de la délivrance d'une attestation qui tient compte de la durée des études, du cycle et des offres de formation autorisées et des modules évidemment validés. Sur ce, je peux dire que
le problème est pratiquement réglé. Le ministre de la Jeunesse a été saisi d'une demande de paiement intégral de salaire et d'une bonification d'échelon par des éléments de la 3e cohorte du SNJ. Les deux demandes ne peuvent être satisfaites selon le chef du département. Le ministre en charge de l'urbanisme répondait aux questions adressées à son département et à celles adressées à son collègue en charge de l'industrie et du commerce. Le collectif des habitants de Niamana. En fait, ce collectif, effectivement, se plaint du fait qu'une place publique qui a été prévue dans le lotissement a été morcelée en son temps par la préfecture de Kati. Des attributions ont été faites. Ils se sont plaints. Nous avons instruit à nos services techniques d'arrêter les travaux et on va demander aussi à la préfecture d'engager une procédure judiciaire d'annulation de ces actes. À la date d'aujourd'hui, tous les travaux sur ce site-là sont arrêtés et nous veillons sur le respect de la vocation de la place publique. Deuxième dossier au compte de mon département, c'est le dossier de Mme Fatoumata Diarra, ménagère à Kayo. Nous avons instruit à nos structures régionales de procéder au recensement et à l'évaluation des biens de Mme Diarra pour qu'elle puisse être indemnisée conformément à la loi. Nouhoum Doumbia, pépinériste à Kolengeba, réclame au ministère de l'Environnement le paiement d'un contrat relatif à la fourniture d'arbustes au service des eaux et forêts de la localité lors des festivités commémoratives du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Ne disposant d'aucun contrat avec le dit service, M. Doumbia a été débouté de cette demande. Quant au ministre en charge de la communication, il a été saisi d'une interpellation des retraités de la Poste pour non-paiement d'indemnité. La Poste a hérité des charges historiques importantes sans disposer des leviers de rentabilité initialement associés, ce qui continue de peser durablement sur son équilibre financier. Malgré ce contexte difficile, le stock des indemnités de départ à la retraite relativement aux années 2016-2019 a été intégralement liquidé, rétablissant ainsi dans leurs droits les retraités concernés. Pour ce qui concerne les indemnités postérieures à 2019, elles sont intégrées dans le plan de relance actualisé qui constitue aujourd'hui le cadre stratégique de stabilisation et de normalisation progressive de ces engagements, conformément aux engagements pris lors de la précédente session de l'EID. Un mécanisme progressif de paiement par contingence a été adopté. C'est ce dispositif qui permet de régler régulièrement les contingents de 2019 et qui reste en vigueur pour les contingents restants en fonction des ressources disponibles. Après les réponses du gouvernement, le jury d'honneur se retire pour délibérer. Le président et ses collègues se donnent 45 minutes pour ce faire. Et justement, le jury d'honneur de cette 29e édition de l'ID était composé des personnalités du pays dont l'expertise et l'intégrité sont reconnues. À la lumière de son analyse, il a procédé à la lecture de sa délibération dont je vous propose certains extraits à la faveur des recommandations lues par Keita Aïdambo, rapporteur du jury d'honneur de cette 29e édition de l'espace d'interpellation démocratique. Dossier numéro 2, demande d'exécution d'une décision de justice. Interpellateur, M. Mohamed Touré, qui est interprète au pôle judiciaire spécialisé. Ministère interpellé, ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Recommandation. Le jury d'honneur prend acte de la réponse du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui instruit le gouverneur du district de Bamako de faire inscrire d'office la dépense au budget 2026 de la commune 6 du district de Bamako. En conséquence, le jury d'honneur recommande au médiateur de la République d'assurer le suivi de l'exécution de l'instruction. Dossier numéro 22. Litige foncier. Interpellateur, M. Mamoutou Touré, représentant du collectif des habitants de Niamana. Ministère interpellé, ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Recommandation. Le jury d'honneur recommande le respect du plan initial d'urbanisation de la zone par l'annulation des titres provisoires délivrés et la prise de sanctions à l'endroit de tous les contrevenants. Dossier numéro 62. Paiement des indemnités de départ à la retraite. Interpellateur, M. Mahamadou Samake, représentant le collectif des retraités de la Poste,
contingent 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Ministère interpellé, ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Recommandations. Le jury d'honneur a pris acte de la réponse du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, tenant compte de la complexité de la situation dans laquelle se trouve la Poste et l'urgence sociale des travailleurs partant à la retraite. Le jury recommande au Premier ministre, chef du gouvernement, son implication dans un dénouement heureux et rapide. Dossier numéro 110. Objet, demande de paiement de prestations effectuées. Interpellateur, M. Seriba Diakité, sérigraphie. Ministère interpellé, ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Recommandations. Le jury d'honneur recommande au Premier ministre, chef du gouvernement, de faciliter la mise de l'interpellateur dans ses droits à travers le paiement intégral du montant dû. Dossier numéro 112. Objet, demande de droit. Interpellateur, M. Makan Kébé, représentant l'Association des fonctionnaires de la 3e cohorte. Ministère interpellé, ministère de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Recommandations. Le jury d'honneur, après examen des pièces fournies, vu les réformes législatives et institutionnelles opérées, vu les éléments de réponse apportés par M. le ministre en charge de la jeunesse, le jury d'honneur retient que les interpellateurs ne sauraient bénéficier ni de bonification ni de traitement salarial. Dossier 117. Objet, réclamation de parcelles. Interpellateur, Mme Barro Kadiatou Sangare, ménagère à Katikoko. Ministère interpellé, ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Recommandations. Le jury d'honneur note avec satisfaction la réponse du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, dans laquelle il instruit, à travers le gouverneur de la région de Koulikoro, les autorités communales de Kambila, de remettre l'interpellatrice dans ses droits en procédant à la compensation de sa parcelle. Le jury recommande à Madame le médiateur de la République d'apporter une assistance à l'interpellatrice pour les formalités administratives et d'assurer le suivi de l'exécution de l'instruction en vue de l'obtention d'une parcelle avant le 30 juin 2026. Dossier 121. Objet, demande de régularisation de situation administrative. Interpellateur, M. Sigou Danfaga, conseiller aux affaires étrangères. Ministère interpellé, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Recommandation. Le jury d'honneur prend acte de la réponse produite par M. le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, dans laquelle il s'engage à payer les arriérés de salaire dus à l'interpellateur. Cependant, le jury d'honneur, au regard du caractère démocratique de l'EID, regrette l'absence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à répondre publiquement à l'interpellation qui lui a été adressée. Le jury d'honneur recommande la mise en place d'un mécanisme de suivi entre le médiateur de la République et les départements ministériels garantissant la transmission de leurs réponses avant le démarrage des travaux des membres du jury d'honneur de l'EID. L'appréciation par les plus hautes autorités de l'opportunité de mettre en place un mécanisme de protection financière des victimes, en particulier celles lésées dans l'exercice ou la jouissance de leurs droits, afin d'assurer une justice effective et équitable à travers l'instauration d'un fonds d'indemnisation.
Et au terme de plusieurs heures d'échanges, d'auditions publiques et de travaux techniques, les rideaux sont tombés sur la 29e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID. Président la cérémonie de clôture, le ministre de la Justice a salué un exercice citoyen essentiel qui, selon lui, confirme la vitalité du dialogue démocratique et la volonté des institutions de renforcer la transparence dans la gestion publique. Le point avec Khadija Toukone et Tchedje Kamara. Dans son allocution, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, représentant le Premier ministre, a d'abord rendu hommage aux citoyens ayant porté leurs préoccupations devant la tribune de l'espace d'interpellation démocratique, rappelant que l'EID est un mécanisme capable d'orienter les réformes et d'encourager une culture de redevabilité au sein de l'appareil d'État. Le ministre a ensuite rendu un hommage appuyé au médiateur de la République, organisateur principal de l'événement, saluant son engagement, son sens de la neutralité et la rigueur de son travail. Parlant du bilan de la présente session, vous avez relevé 452 dossiers d'interpellation reçus en provenance de toutes les régions du Mali. Ces chiffres illustrent de manière éloquente votre volonté et votre abnégation à demeurer à l'écoute de l'ensemble des citoyens du Mali à travers une médiation de proximité que vous avez voulu privilégier depuis le début de votre mandat. Le gouvernement apprécie à leur juste valeur les efforts déployés par vous et vos services dans ce sens. Madame le médiateur de la République, vous avez également souligné la récurrence des litiges domaniaux et fonciers, tels que relevés par les travaux de dépouillement. Les plus hautes autorités de l'État sont particulièrement sensibles à cette problématique. C'est pourquoi Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, en a fait une priorité nationale avec l'annonce de la création du pôle national foncier qui est en cours de création. Par ailleurs, je partage pleinement cette conviction que la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines SIGRH contribuera à corriger plusieurs dysfonctionnements relevés dans l'administration publique. S'agissant des recommandations issues des travaux, il a annoncé la mise en place d'un dispositif de suivi pour que les engagements pris lors des audiences publiques ne restent pas lettre morte. Les recommandations formulées à l'endroit du gouvernement ne revêtent certes pas un caractère contraignant, mais leur mise en œuvre judicieuse traduit notre volonté ferme et notre engagement résolu à travers ces forums démocratiques à promouvoir et protéger les droits humains, à renforcer la justice et à combattre l'impunité sous toutes ses formes au Mali. C'est dans cette perspective que M. le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris l'initiative de créer une commission d'appui à la mise en œuvre des recommandations de l'espace d'interpellation démocratique. Messieurs les membres du jury d'honneur, votre contribution de qualité a incontestablement concouru aux résultats satisfaisants auxquels nous sommes parvenus. Je tiens ici à vous adresser mes vives félicitations pour cet engagement constant et soutenu. Je puis vous assurer que les recommandations formulées à l'issue de cette session feront l'objet d'un examen minutieux en vue de leur mise en œuvre intelligente par le gouvernement et ses démembrements. Actualité oblige, le ministre a également salué les efforts des FAMA, des opérateurs économiques, des transporteurs et plus particulièrement les chauffeurs dans la gestion de la crise de carburant au Mali. C'est donc l'occasion de rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité pour les nombreux succès enregistrés dans ce domaine. Je voudrais également saluer les efforts soutenus de nos chauffeurs routiers et de nos opérateurs économiques qui, au péril de leur vie, s'engagent quotidiennement à approvisionner notre pays en produits de première nécessité. Qu'ils trouvent tous ici l'expression de notre profonde gratitude. À ces hommages, j'associe toutes les victimes civiles et militaires tombées sous les balles assassines des terroristes sans foi ni loi. Je voudrais vous prier de bien vouloir observer en leur mémoire une minute de silence.
Le ministre de la Justice a, au nom du Premier ministre, réaffirmé la détermination du gouvernement à maintenir l'espace d'interpellation démocratique comme un cadre privilégié d'expression citoyenne. Il a enfin invité l'ensemble des acteurs à poursuivre cette dynamique de dialogue qui sera sans nul doute une condition essentielle à la consolidation de l'état de droit et à la confiance entre gouvernants et gouvernés. En ce moment décisif pour notre nation, il est de notre devoir collectif de mesurer la portée de nos actes, la valeur de nos engagements et l'importance de notre contribution au destin commun. Je salue à cet effet la résilience exceptionnelle de nos populations. L'avenir du pays n'est pas l'affaire d'un groupe, ni d'un seul secteur. Il repose sur la participation active et responsable de tous. Le destin d'une nation se joue toujours dans la conscience de ses citoyens. Nous devons lutter ensemble, aux côtés des peuples de l'AES, pour bâtir un État fort, un pays prospère et une nation solidaire. Le gouvernement entend également poursuivre ses efforts pour renforcer la dynamique dans ce cadre d'échange entre gouvernants et gouvernés, afin que l'état de droit au Mali soit cité en exemple. Le ministre a indiqué que cette 29e édition de l'EID a démontré une nouvelle fois la pertinence de l'action du médiateur. Il a insisté sur la nécessité pour l'administration de consolider les doléances formulées comme des indicateurs concrets de performance et d'engagement vis-à-vis des populations. Le ministre a réaffirmé enfin l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes pour une justice plus accessible, une administration plus transparente. Et l'un des temps forts de cette 29e édition de l'EID a été la visite des stands des détenus, occasion pour le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassougué, qui représentait le Premier ministre, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités, de découvrir le savoir-faire des détenus. Il s'agit des objets d'art, des produits artisanaux démontrant le génie créateur de ceux ou celles détenus un peu partout à travers le pays, mais qui font preuve de courage à apprendre des métiers dans le cadre de la promotion des droits de l'homme pour leur réinsertion. Une délégation de haut niveau composée du gouverneur de région de Kidal, les autorités politiques, administratives, militaires et la société civile a accueilli un groupe de combattants qui fait un choix courageux, celui de la paix, en se rendant aux autorités avec armes et logistique. Les détails avec Idrissa Djibrila et Moussa Sanotogo. La cour du gouvernorat de Kidal a connu une journée exceptionnelle, celle de l'arrivée d'un nombre important de combattants avec armes et véhicules. Ces combattants, tous de nationalité malienne, ont fait le choix de la paix et celui de s'inscrire dans la République. Je remercie toutes les autorités qui se sont impliquées dans le processus et l'accueil qui nous a été réservé. Aujourd'hui, nous sommes là, parmi vous, car nous avons opté pour la paix. Je suis prêt à servir mon pays, le Mali, et j'invite les autres qui hésitent encore à nous rejoindre. Aujourd'hui, toute l'administration de Kidal est debout comme un seul homme. Nous les remercions infiniment pour cet acte à l'occasion de cet événement, combien de fois important pour notre pays et la paix. L'occasion est bonne pour souligner le rôle qu'a joué l'équipe régionale d'appui à la réconciliation. Nous invitons tous ceux qui ne sont pas sur cette voie à nous rejoindre car elle est la plus sûre. Grâce à l'appui et aux efforts constants des autorités régionales en faveur de la paix, le dit accueil a été un moment de joie et plein d'espoir. Nous sommes très heureux, nous, responsables des FDS de la région, au nom de la haute hiérarchie, de recevoir nos frères maliens qui ont délibérément décidé de revenir dans la mère patrie. C'est un acte très symbolique et il participe du retour de la paix et aussi du renforcement des forces armées dans le cadre des opérations. Ça n'est que la joie. Vous le voyez, vous avez vu l'accueil de la population de Kidal et l'administration et toutes les forces armées de sécurité sont mobilisées pour les accueillir en tant que frères qui sont revenus dans la famille. Donc nous sommes très très contents
Mes remerciements vont vraiment à tous ceux qui ont participé, de loin et de près, surtout les doyens Oufen, le président rare de Kidal, et puis tous ceux qui ont aidé nos enfants, de les conseiller, de les demander de revenir à la maison. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ils sont là, ils sont avec nous, avec armes et bagages. Donc c'est très très important pour l'histoire de notre pays et que nos enfants arrivent à comprendre que ce n'est pas la guerre qui va régler les problèmes. C'est l'entente. C'est l'entente, c'est la cohésion, c'est de s'accepter. Et voilà, et les uns et les autres. La République du Mali reste toujours prête à accueillir tous ses fils qui font le choix de la paix et de la réconciliation nationale. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans le cadre des opérations de surveillance du territoire, les vecteurs aériens FAMA ont traité avec succès dans la matinée du 9 décembre 2025 un pick-up camouflé sous un couvert végétal contenant des fûts d'essence dans la localité de Sebabougou. Dans la même localité, dans l'après-midi, les vecteurs aériens ont traité aussi avec succès une base terroriste où se trouvait un pick-up du carburant et des individus camouflés dans une forêt touffue. Le chef d'état-major général des armées rassure la population et de la détermination des FAMA à sécuriser les personnes et leurs biens sur tous les territoires nationaux. L'actualité AES nous conduit tout d'abord au Niger où s'est tenue à Niamey la rencontre de haut niveau placée sous le thème Grande rencontre sur les investissements privés et les partenariats stratégiques. Cette rencontre était organisée par l'Agence nigérienne pour la promotion des investissements et des projets stratégiques en collaboration avec le Bureau du système des Nations Unies au Niger afin de promouvoir les investissements et les partenariats stratégiques. Compte rendu, Nama Mariama Moutari et Amidou Abdoulaye. Cadre propice pour le monde des affaires, cette rencontre de haut niveau a pour objectif principal la promotion des investissements privés et des partenariats stratégiques au Niger. Le choix du thème, à savoir Grande rencontre sur l'investissement privé et les partenariats stratégiques, s'inscrit dans cette dynamique. Pour le gouverneur de la région de Niamey, cette rencontre a aussi pour objectif de mobiliser des investissements privés responsables et alignés sur les priorités de développement du Niger conformément au programme de la refondation. Le Niger s'engage résolument dans une dynamique de transformation économique fondée sur 3 priorités. L'amélioration du climat des affaires, la modernisation des infrastructures économiques et énergétiques, la mobilisation des investissements privés dans des secteurs stratégiques, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, l'élevage, l'énergie et les infrastructures. Le système des Nations Unies, à travers son bureau, a réaffirmé son engagement à accompagner et à soutenir le Niger dans l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Nous souhaitons mettre tous les moyens en œuvre pour l'atteinte des objectifs du développement durable au Niger à l'échéance 2030. Au Niger, nous saluons déjà les efforts récents sur certains ODD, notamment l'ODD dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la croissance économique. Le ministre et directeur des cabinets du président de la République, porte-parole du gouvernement, a insisté sur l'engagement et la ferme volonté de l'État à créer un environnement propice pour le monde des affaires, surtout dans cette ère de refondation amorcée et qui s'appuie essentiellement sur la souveraineté économique, l'exploitation stratégique de nos ressources et la valorisation du secteur privé comme moteur de croissance économique. Cette rencontre constitue donc une plateforme de dialogue, de partenariat et d'action entre le gouvernement du Niger, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé, autour d'un objectif commun,
mobiliser les investissements responsables et durables au service du développement national. Cette rencontre a été marquée par une brève présentation de l'Agence nigérienne pour la promotion des investissements et des projets stratégiques en PIPS, son rôle et sa mission pour accroître l'économie nigérienne. Au Burkina Faso, ambiance d'émotion et de fierté partagée ce matin à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. L'institution célèbre la sortie de sa nouvelle promotion, celle de l'année académique 2023-2025. Une cohorte de 1290 stagiaires issus des cycles C, B, A, baptisés Souveraineté par le chef du gouvernement burkinabé, patron de la cérémonie. En marge de cette sortie de promotion, l'ENAM a inauguré 5 nouvelles infrastructures d'une valeur de plus de 10 milliards de francs CFA. Il s'agit notamment d'un terrain de football, d'un amphithéâtre, d'une médiathèque ainsi que de la façade modernisée de l'école. En plus de ces réalisations offertes par plusieurs sociétés et hommes d'affaires du pays, la primature a doté l'établissement d'une voie d'accès bitumée longue de 500 mètres. En attendant de vous proposer un élément complet, écoutons le ministre burkinabé en charge de la fonction publique à cette cérémonie de sortie de promotion, Sié Dilare Hien et Benewende Frédéric Nikiema. Le baptême de la promotion 2023-2025, souveraineté. Un nom, une mission, souveraineté. À l'École nationale d'administration et de la magistrature, les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Après 2 ans d'apprentissage théorique et pratique au sein de cette institution qui mise sur la qualité pour bâtir la nation, la cohorte 2023-2025 entend relever les défis du développement, renforcer l'autorité de l'État et contribuer à la construction d'un Burkina Faso fort et plus rayonnant. En tant que promotion, souveraineté, le combat de nos autorités, c'est un combat qui nous incombe également. Donc nous allons également suivre leur pas et faire peut-être espérer aller au-delà, les aider véritablement afin que cette question de souveraineté du Burkina Faso soit une réalité. Dans l'hymne de l'école, des paroles chargées de sens et d'engagement. Les énarques affichent ici leur joie et leur fierté d'avoir validé avec succès de longs mois d'enseignement et de préparation. Une formation de qualité dispensée par une institution dont la devise reste bien formée pour mieux servir la nation. Cette promotion sortie aujourd'hui compte précisément 1290 stagiaires issus des cycles P, A, B et C regroupés au sein de 19 filières, 53 sections et réparties dans 5 départements. Les résultats scolaires donnent un palmarès très satisfaisant avec la plus forte moyenne qui s'élève à 17,95 sur 20. Je voudrais vous engager à cultiver et à entretenir un sens élevé de l'État et du service public, les valeurs d'intégrité, d'éthique et de déontologie. Soyez des révolutionnaires patriotes progressistes, capables de conduire judicieusement notre pays vers un avenir meilleur au moyen d'un développement endogène. En marge de cette sortie de promotion, l'école inaugure 5 nouvelles infrastructures d'une valeur globale de plus de 2 milliards de francs CFA. En marge du 116e Conseil de l'OIM à Genève, le Mali intensifie son offensive diplomatique. Multipliant les audiences de haut niveau, le ministre Moussa Ag Attaher a engagé une série de consultations stratégiques pour renforcer la protection des migrants, ouvrir de nouvelles voies légales de mobilité et consolider les partenariats internationaux autour d'une gouvernance migratoire plus humaine et durable, suivant le commentaire de Bokari Koulibaly. En marge de la 116e réunion du Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations
Tenu à Genève, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attaher, a multiplié les rencontres de haut niveau. Objectif, renforcer les partenariats stratégiques du Mali et affirmer son rôle dans la gouvernance migratoire mondiale. À la tête de la délégation malienne, le ministre a d'abord été reçu par Raoul Mazou, haut-commissaire adjoint du HCR. Les échanges ont porté sur le renforcement des mécanismes de protection des migrants et des réfugiés, un enjeu central pour les deux parties. Nous avons un partenariat très solide avec les HCR, aussi bien au Mali qu'ici. Et il était important pour moi de venir échanger avec les plus hauts responsables des HCR pour renforcer la coopération entre le ministère des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine et les HCR, sachant que nous travaillons actuellement sur un programme très intéressant et très important pour nous, l'approche basée sur le genre, sur les routes. Et ce projet aujourd'hui est en train de faire des résultats dans la région des Cailles. Comme il a dit, nous avons une excellente coopération avec les autorités maliennes et cette collaboration nous permet de traiter d'une question qui est essentielle pour la région, c'est la question du déplacement forcé et la question des migrations. Ce que nous devons essayer de faire ensemble, c'est que ceux qui ont la nécessité ou ceux qui souhaitent migrer puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. D'où l'approche basée sur la route. Poursuivant ces consultations, Moussa Ag Attaher a également rencontré Pilar Cancela Rodriguez, secrétaire d'État aux migrations du Royaume d'Espagne. La discussion a porté sur la création des voies légales pour les travailleurs maliens, la protection de leurs droits et l'amélioration des mécanismes de migration régulière. Madrid a salué l'exemplarité de la diaspora malienne et réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération bilatérale. Le ministre s'est ensuite entretenu avec Hans-Léo Javier Kakdak, secrétaire aux travailleurs migrants des Philippines, pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration dans la gestion humaine et équitable des mobilités internationales. Ensemble avec Madame le ministre espagnol chargé des questions migratoires, nous sommes donné rendez-vous pour procéder très bientôt au lancement d'un premier programme test de migration circulaire. Nous avons eu également un échange bilatéral avec le ministre philippin chargé de ces questions migratoire, qui est très intéressé par les expériences maliennes et qui nous a adressé une invitation. Nous allons l'étudier au niveau du gouvernement et voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi en termes d'échange d'expériences, mais aussi en termes d'actions concrètes. À travers ces audiences successives, le Mali réaffirme sa volonté de promouvoir une migration mieux encadrée et respectueuse des droits humains orientée vers le développement durable tout en consolidant ses partenariats internationaux pour la protection des migrants et la valorisation de sa diaspora. Et c'est communiqué. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, M. Mandjou Simpara, présente au nom de l'ensemble des opérateurs économiques de notre pays ses vifs et sincères remerciements au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, suite au prépaiement par le ministère de l'économie et des finances d'une partie importante de la dette intérieure due aux opérateurs économiques. Suite à la résilience dont ils ont fait preuve en ces temps où les défis sont énormes, le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali félicite l'ensemble des opérateurs économiques et les encourage à s'impliquer davantage auprès de l'État dans les actions et sur les chantiers de développement de notre pays. Les opérateurs économiques félicitent le ministre de l'économie et des finances pour les engagements pris en vue de la réduction des délais de paiement des factures. Les contributions pour l'organisation de la Biennale artistique et culturelle ne faiblissent pas. La société Salah Mahamadou Touré vient de remettre 10 tonnes de riz, 10 tonnes de mil et la somme de 2 millions de francs CFA au gouverneur de la région de Tombouctou. Les détails avec Idrissa Goulou Sissoko. À Tombouctou, dans le cadre de l'organisation de la Biennale artistique et culturelle, Salah Mahamadou Touré, opérateur économique, fait parler son cœur en remettant 10 tonnes de riz, 10 tonnes de mil et la somme de 2 millions de francs CFA au gouverneur de la région. Il répond ainsi à l'appel des autorités régionales. En tant que natif de la région, le président de la société Salah Mahamadou Touré se sent concerné par l'organisation de la Biennale. Cet appui manifeste son engagement à accompagner les autorités pour la bonne réussite de ce grand événement. J'invite tout le monde à imiter son geste.
Aussi, dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement de la ville, le Conseil régional de la jeunesse a reçu un appui de 500 000 francs CFA. Nous remercions très sincèrement la société Salah Mahmoudou Touré parce que ce n'est pas la première fois. Quand nous avons organisé le lancement de nos activités au niveau régional, ils ont contribué de la même sorte que cette fois-ci. Donc nous les remercions pour toutes leurs bonnes actions qu'ils sont en train de mettre dans la région de Tombouctou. En recevant cette donation, le chef de l'exécutif régional s'en est réjoui et salue l'élan de solidarité de l'opérateur économique. Je voudrais ici remercier M. Salah Touré, opérateur économique à Tombouctou ici, pour cet appui très important dans le cadre de l'organisation de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Et ces remerciements, c'est bien au nom des autorités de la transition, et également au nom de toute la région de Tombouctou et au mien propre. La Biennale à Tombouctou, c'est un événement majeur et tous les fils et les filles de Tombouctou sont engagés pour que sa réussite soit vraiment historique. Cette donation traduit la volonté des filles et fils de la région d'offrir à notre pays une biennale artistique et culturelle des plus réussies. À Mopti, le gouverneur de la région est allé encourager la troupe régionale. Il a réaffirmé le soutien des autorités à l'ensemble des acteurs de la biennale artistique et culturelle. Les détails avec Oumar Sangalaba. À quelques jours de la phase finale de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, la troupe régionale de Mopti a reçu la visite du chef de l'exécutif régional, le général de brigade Daouda Dambélé. Objectif: faire le point des préparatifs et témoigner le soutien des autorités régionales. C'est un sentiment de satisfaction totale que j'ai eu. J'ai trouvé que la troupe travaille dans de très bonnes conditions et que la troupe est prête à ce jour de faire une prestation de qualité. J'ai trouvé aussi que l'encadrement est bien satisfait aussi et promet au moins le podium pendant sa participation. La prestation des 5 disciplines en compétition a permis à l'hôte du jour d'évaluer les performances. L'appel que j'ai à lancer à la troupe, c'est de rester concentré pendant les 2 prochaines phases qui existent, c'est-à-dire le déplacement à Tombouctou et les 2 prestations à la cérémonie d'ouverture ainsi que le jour même de la prestation de la troupe de Mopti. Les répétitions se poursuivent actuellement à l'internat et le moral est au beau fixe pour une brillante prestation de la troupe de Mopti à la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Retour à Bamako, tradition respectée par l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement de Yanfolila. Ils étaient réunis ce week-end au Palais de la Culture pour leur traditionnelle nuit annuelle qu'elle célèbre depuis 3 ans. L'édition 2025 a réuni en l'espace d'une nuit la richesse et la diversité culturelle de Wassoulou. Kassim Diallo et Julie Traoré. La nuit artistique et culturelle de Wassoulou, c'est d'abord la rencontre des générations de la contrée. Ils étaient tous là, partageant les mêmes valeurs du terroir. Et c'est justement pour consolider ces vertus et les perpétuer que tous ont répondu présents. Et c'était donc parti pour une longue nuit de musique au son du djemé, du kamélingoni, bref, tous les instruments traditionnels qui ont vibré en harmonie avec tout ce qu'il y a de moderne pour tenir en haleine un public conquis. Cette année, on a dédié cette année pour la réconciliation de tous les ressortissants du Wassoulou. Voilà, pour qu'on puisse se donner la main. Parce qu'on a constaté que la musique du Wassoulou est en train de baisser. C'est pour rehausser. Cette nuit artistique permettra vraiment à préserver la culture du Wassoulou et promouvoir vraiment le développement de notre cercle. Et sur la scène, des artistes comme Yoro Diallo, Kémé Sidibé, Mamadou Kamara ou encore Doussou Balo ont émerveillé l'assistance. Tellement en tant que doyen, je dois donner l'exemple pour encourager la nouvelle génération à travailler dur. Aux côtés de ces grands artistes qui ont vu le jour avant nous, on apprend encore une fois de plus, on est toujours à l'école et auprès des sages, on ne peut que cueillir les fruits qu'ils ont sémés. La nuit artistique et culturelle de Wassoulou est un rendez-vous pour la promotion du savoir artistique du cercle de Yanfolila, mais aussi une occasion pour les initiateurs de célébrer tout court la mosaïque culturelle du Mali et le vivre ensemble.
Qui dit la paix, dit aussi la musique. Parce que moi, j'ai tellement aimé la musique de Ouassolo. Ouassolo, c'est mon lieu de travail. Je suis partenaire avec Ouassolo pour le développement de Ouassolo et pour le développement de tout le Mali aussi. Vous savez, un peuple sans valorisation de sa culture, c'est un peuple qui se perd. Donc le Ouassolo a été une terre de culture. Et aujourd'hui, si tous les Ouassolonké se réunissent pour célébrer cette culture, cela veut dire que la culture du Ouassolo reste une culture qui doit être en tout cas entretenue, qu'on doit revaloriser. La nuit artistique et culturelle de Ouassolo 2025 s'achève sur ces notes d'un Mali où les fils et filles vont ensemble pour protéger et valoriser ce qu'ils ont en partage, leur riche culture. La commune de Sitakili, située dans le cercle de Kenyeba, a célébré les 100 ans de son école fondamentale, un jalon majeur qui met en lumière l'héritage de son fondateur, Simbo Keïta, et l'impact de l'établissement sur plusieurs générations. Soutenue par les autorités locales et la société civile, la commémoration a aussi été l'occasion d'honorer ceux qui ont œuvré au développement éducatif et social du cercle de Kenyeba. Commentaire signé Djouraté Diakiti. Et Sitakili célèbre le centenaire de son école, un événement qui ravive la mémoire collective et met en lumière l'héritage de son fondateur Simbo Keïta. Dans une cour transformée en espace festif, les intervenants ont rappelé le rôle central de l'établissement dans la formation de nombreux cadres du cercle de Kenya. Avec un effectif de 50 élèves comme première promotion. Aujourd'hui, l'école a évolué avec un éclatement du groupe scolaire Sitakili premier cycle A, Sitakili premier cycle B, le second cycle, plus un jardin d'enfants. La mise en œuvre des festivités a été rendue possible grâce à l'implication de la mairie de Sitakili, du conseil communal de la jeunesse et de la société civile de Kenyeba. À cette occasion, la commission d'organisation a honoré plusieurs personnalités administratives et acteurs de l'éducation pour leur contribution au développement socio-éducatif et économique du cercle de Kenyeba. Avec toute l'équipe, nous prenons l'engagement de poursuivre les efforts visant à améliorer les conditions de travail des enseignants et l'environnement d'apprentissage des élèves au quotidien. Nous vous donnons l'assurance que même dans le cadre de l'expédition des affaires courantes, nous restons pleinement mobilisés pour que l'éducation demeure une priorité absolue dans notre commune. J'ai donc fait mes études ici, études primaires, 6 ans. À la suite de ces 6 ans, il fallait préparer l'entrée dans une école secondaire. À l'époque, on ne blaguait pas, on ne trichait pas. Il fallait travailler. Le préfet de Kenyeba a salué les valeurs éducatives portées par l'école ainsi que les sacrifices consentis par ses différents acteurs depuis sa création. L'école de Sitakili a été un phare pour la région de Kaï, un symbole de progrès, de solidarité et de résilience. Elle a formé des leaders, des enseignants, des médecins, des ingénieurs, des artisans, des hommes et des femmes qui ont porté haut les valeurs de l'éducation et du travail. Vous me permettrez de rendre un vibrant hommage à un homme dont l'école portera désormais son nom. Il s'agit de fils Simbo Keïta. L'école fondamentale de Sitakili change de dénomination. Désormais, c'est le groupe scolaire Simbo Keïta, inauguré en marge du centenaire par les autorités locales. La commune forte de plus de 36 000 habitants reste principalement tournée vers l'orpaillage, activité économique majeure de Kenyeba. La ville de Tombouctou est en deuil. L'imam de la grande mosquée de Djingaribert, Cheikh Abdrahman Ben Essayouti, n'est plus depuis ce mercredi. Fervent religieux, ancien président du bureau régional du Haut Conseil islamique et chevalier de l'ordre national, il a consacré toute sa vie à l'islam et la cohésion sociale entre la population de Tombouctou. Il a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière de 300. Reportage Nadim Babasisi, Mahmoud Askoufari. La tristesse et la consternation se lisent sur le visage de la population de Tombouctou ce mercredi 10 décembre. L'imam de la grande mosquée Abdrahman Ben Essayouti s'en est allé après quelques années de lutte contre la maladie. Ce sexagénaire aura consacré toute sa vie à l'islam, à la promotion de la paix et à la cohésion sociale. Famille, connaissances, amis et la communauté musulmane
sont venus lui rendre un dernier hommage. Nous partageons la douleur de sa famille et celle de toute la communauté musulmane. Qu'Allah apaise nos cœurs. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devrions poursuivre son œuvre afin d'honorer sa mémoire, car il nous a montré la voie à suivre. Feu Abdraman Ben Essayouti, chevalier de l'Ordre national du Mali, a occupé le poste de président du bureau régional du Haut Conseil islamique de Tombouctou. Il est indescriptible, l'homme qui est parti. Alhamdulillah, il a su transmettre la bonne éducation aux enfants. Il a su transmettre à la population de Tombouctou le respect de l'autre, le respect de l'islam. Les mots me manquent aujourd'hui pour parler, mais c'est un grand homme qui est parti, qui nous a légué une bonne éducation, qui est parti, qui nous a légué ce qu'il a trouvé avec nos parents. Prions le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir dans son paradis et de effacer tous ses péchés. C'est un grand homme, vraiment Tombouctou est en deuil. Sa disparition laisse un grand vide. Lui qui a toujours prôné les valeurs morales et humaines et le vivre ensemble. On retient de lui un homme qui aura consacré toute sa vie à la religion et à l'union des cœurs. Très sincèrement, Ben est un homme, un véritable homme, au vrai sens du mot, extrêmement gentil, conciliant, un homme de foi, un véritable religieux. Que son âme repose en paix. En tout cas, s'il ne s'agit que de pardon, nous lui pardonnons et nous demandons au bon Dieu, le miséricordieux, de lui accorder, n'est-ce pas, le paradis. Il a montré combien de fois il était capable de porter tous les projets de Tombouctou. Il l'a fait en son temps, mais cela n'empêche, il a gardé une partie de sa lucidité. Mais aujourd'hui, Tombouctou on perd un grand homme. Au nom des autorités administratives, coutumières, je voudrais ici implorer le Tout-Puissant qu'il lui accorde toutes les faveurs. Il fait partie de ceux qui ont réputé Tombouctou, qui ont donné à Tombouctou toute sa célébrité religieuse. L'imam Abdraman Ben Essayouti repose désormais au cimetière Trois Saints. Il laisse derrière lui une veuve et des enfants inconsolables. Plusieurs messages sont parvenus à notre rédaction, notamment celui du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et du gouverneur de la région de Tombouctou suite au rappel à Dieu du grand imam de la mosquée Djingariber de Tombouctou, Cheikh Abdraman Ben Essayouti. En cette circonstance particulièrement douloureuse, il s'incline avec respect devant la mémoire de cet éminent érudit, gardien d'un héritage spirituel pluriséculaire et voix respectée de la communauté musulmane. Le grand imam Abdraman Ben Essayouti a consacré toute son existence au service de la religion, à l'enseignement, à la préservation des valeurs islamiques et au renforcement de la cohésion sociale. Son rôle dans la promotion de la paix, du dialogue et de la fraternité restera un repère majeur pour notre nation. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu.